Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Donc ici, aujourd'hui, on va voir une petite vidéo explicative concernant les normes bibliographiques APA. Donc, je précise tout d'abord que effectivement, cette petite vidéo n'a pas la prétention d'être exhaustive, c'est-à-dire cette petite vidéo effectivement est une préparation à partir d'un document que j'avais préparé auparavant pour mieux expliciter les normes APA, sans pour autant d'avoir la prétention de produire un document complet. D'accord? En la matière, effectivement, je vous présenterai par la suite les références bibliographiques de ce document actuel. Et donc, vous avez d'autres ressources en la matière qui sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus détaillées. D'accord? Ici, c'est vraiment un petit manuel à l'usage des étudiants, d'accord? De façon à ce qu'on puisse avoir accès à ces normes de façon rapide et optimale, d'accord? De façon rapide et optimale. Alors, je précise également que les normes APA, ce sont une version de normes bibliographiques disons, très simplifiées par rapport à d'autres types de normes, et qui dit simplification, effectivement, dit aussi lacune, c'est-à-dire par rapport à d'autres types de normes, effectivement, les normes APA ne sont pas des normes très rigoureuses, très complètes, mais néanmoins, effectivement, elles ont l'avantage d'être accessibles et très faciles d'utilisation, et vous allez voir pourquoi je dis cela. D'accord? Et donc, effectivement, je fais un clin d'œil notamment à certains étudiants en bibliothécaire, effectivement, qui font davantage l'usage de d'autres types de normes éditoriales, qui sont plus complètes, qui sont plus rigoureuses, effectivement, et pour qui, effectivement, les normes APA euh, euh, ce ne sont pas les meilleures normes, si vous voulez, d'accord? Mais pour tous les étudiants, effectivement, de sciences sociales, de psychologie, de sociologie, d'assistance sociale, éducateurs, effectivement, ces normes sont des normes en vigueur, aussi bien dans les universités que dans les autres écoles. Alors, comme vous voyez, ce document est divisé en trois chapitres. Donc, le premier chapitre est consacré à la citation dans le texte. Deuxième chapitre, à la citation exacte. Donc, les règles effectivement respectées dans la citation exacte. Et finalement, la bibliographie. Et tout à la fin, vous avez la bibliographie de ce travail, de ce document. D'accord? Donc, ici, effectivement, c'est tout simplement la bibliographie de notre document actuel. OK? Donc, euh, on va commencer avec l'introduction. Alors, les normes APA, c'est l'abréviation. APA, c'est l'abréviation de American Psychological Association. Donc, c'est une association savante de psychologues américains, effectivement, qui sont établis ces normes bibliographiques au fur et à mesure. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, effectivement, ces normes sont vraiment d'application aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, d'accord? Donc, c'est-à-dire au sein des universités francophones en France, en Belgique, au Canada, principalement. Donc vous avez au sein des universités, des facultés de sciences sociales, de sciences humaines et sociales, vous avez les normes APA qui sont en vigueur. Alors, les normes APA ont été adoptées par la catégorie sociale de la Haute École Condorcet depuis l'année académique 2019-2020, effectivement. Pourquoi? Parce que jusque-là, effectivement, tous les étudiants, chacun ou chaque professeur adoptait un certain type de normes et dans l'objectif d'harmoniser l'application d'un type de norme en particulier, ben, on a choisi effectivement les normes APA. Pourquoi les normes APA? Puisque nous sommes dans une catégorie sociale, effectivement, qui épuise ses ressources académiques effectivement dans les sciences sociales. Par conséquent, effectivement, il était logique de choisir effectivement APA comme norme. Et d'autant plus qu'APA, effectivement, ce sont des normes les plus simplifiées, les plus accessibles. Alors, pour l'Institut allemand, donc les normes APA sont en vigueur depuis très longtemps, effectivement. Voilà, pour la production de tous les travaux académiques et entre autres les TFE. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, ce document ne prétend pas d'être exhaustif. Effectivement, c'est un petit document, c'est un manuel d'introduction, effectivement, qui vous permet d'appréhender les normes APA de façon pragmatique, d'accord? On va essayer de comprendre quelques règles de base pour par la suite en produire effectivement par nous-mêmes la bibliographie d'un travail, d'accord? Alors,
bien évidemment, vous avez d'autres documents plus complets à votre disposition qui vous permettent effectivement d'approfondir un certain nombre de points, mais il me semble que ce document, c'est suffisant. Donc, vous avez une dizaine de pages. Cela suffit effectivement pour pouvoir respecter les normes APA dans le cadre d'un travail académique en haute école. Ça va? Alors, ça c'est ma proposition pédagogique qui consiste à retenir quelques règles de base, d'accord? Et une fois que vous avez retenu ces règles de base, effectivement, par la suite, vous êtes capable de rédiger par vous-même, effectivement, les différentes cas de figure de bibliographie, d'accord? Et vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste une question d'entraînement, c'est-à-dire c'est une question d'habitude. Au fur et à mesure que vous mettez en application ces normes, au début ça vous paraît effectivement difficile, voire même barbare, mais petit à petit ça viendra tout seul. Alors à quoi ça sert les normes bibliographiques? Premièrement, ça facilite au lecteur de retrouver effectivement la trace de vos sources, des sources que vous avez consommées dans votre travail. D'accord? Donc ça c'est la fonction principale, effectivement. La deuxième fonction, c'est notamment de vous protéger contre des soupçons de plagiat. Donc je rappelle que un travail qui ne cite pas bien ses sources, effectivement, peut être accusé de plagiat et par conséquent, effectivement, vous risquez de rater complètement ce travail. Ça va? Donc, ceci est très important, effectivement. Quand on dit bibliographie, il ne suffit pas, on verra plus tard, d'aller chercher des références bibliographiques et juste les citer dans la partie références bibliographiques tout à la fin du travail et se dire, ah ben voilà, j'ai respecté les normes bibliographiques. Non, bien évidemment que cela ne suffit pas. Il va falloir respecter les normes bibliographiques dans son ensemble, effectivement. Et de bout en bout, c'est-à-dire comment est-ce qu'on cite les sources dans le texte, effectivement, tout au long de la rédaction, mais aussi à la fin, effectivement, dans la partie bibliographique. Alors, troisièmement, une bibliographie sert aussi effectivement à évaluer la qualité d'un travail scientifique, d'un travail rigoureux. Donc, un travail qui ne cite pas bien ses sources, effectivement, ne bénéficie pas de cette légitimité scientifique, d'accord? Donc, en gros, un travail qui se veut académique, effectivement, toute production académique, effectivement, devrait avoir une bibliographie digne de ce nom. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment dans la table des matières, donc quand on parle des règles bibliographiques, effectivement, on parle de trois choses principalement. Premièrement, on parle de citation dans le texte, d'accord? Quand vous allez paraphraser des phrases, des idées, des théories, effectivement, et ça c'est la citation dans le texte, c'est-à-dire vous prenez une idée d'un auteur, la théorie d'un auteur, en tout cas le concept d'un auteur, et vous allez modifier quelques petites modifications, quelques changements de tournure de phrase, effectivement, et vous l'intégrez dans votre texte, d'accord? Et ceci, il va falloir effectivement le signaler, d'accord, à travers la citation dans le texte. La citation exacte, effectivement, ça c'est beaucoup plus facile puisque vous faites tout simplement du copier-coller, d'accord? Vous faites du copier-coller, c'est-à-dire vous allez rechercher exactement les mêmes éléments et vous le remettez là-dedans, d'accord? Et finalement, la bibliographie, c'est notamment cette liste complète de toutes les sources citées, consommées dans votre travail. Et bien évidemment, pas ce que vous n'avez pas consommé, d'accord? Donc, un certain nombre d'étudiants, effectivement, pour se constituer une bonne bibliographie, vont chercher des éléments bibliographiques, des sources qui n'ont pas consommé dans leur travail, d'accord? Ceci, ça ne veut rien. Ça ne veut rien, c'est pas juste parce que vous avez 4 pages de bibliographie que voilà, vous allez réussir votre TFE, votre travail. D'accord? Il faut citer effectivement dans la bibliographie ce que vous avez réellement consommé dans le travail, c'est-à-dire c'est des éléments que vous avez cités à travers la citation dans le texte ou la citation exacte. Alors, dans les normes APA, disons ça c'est une spécificité des normes APA, puisque c'est pas le cas pour la plupart des autres normes, effectivement, les notes de bas de page ont une fonction, disons, qui n'est pas une fonction bibliographique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les notes de bas de page servent uniquement à expliciter, à faire des commentaires par rapport aux éléments dans le texte. D'accord? Donc, fini effectivement de mettre en note de bas de page les références bibliographiques.
Donc, pour les normes APA, effectivement, on cite directement dans le texte, d'accord? Et on verra bien comment est-ce qu'on cite dans le texte. Et on cite tout à la fin du document, effectivement, dans la bibliographie, tous les éléments dans une liste complète. Alors, c'est quoi la règle générale, effectivement, pour la citation dans le texte? La règle générale est la suivante. Il faudrait signaler deux éléments. Deux éléments, donc entre parenthèses ou pas, mais en tout cas, il faut signaler ces deux éléments au lecteur pour que le lecteur puisse retrouver dans la partie bibliographique de votre travail la source principale avec sa bibliographie complète. D'accord? Alors, quels sont ces deux éléments? Premièrement, c'est le nom de l'auteur ou les noms des auteurs, d'accord? Et deuxièmement, la date de publication, d'accord? Premièrement, le nom ou les noms des auteurs. Deuxièmement, la date de publication. Alors, parfois, vous avez un document qui n'a pas de nom ou bien qui n'a pas de date. Alors, on verra effectivement il y a des alternatives. Par exemple, quand il n'y a pas de nom, on met le nom de document ou le nom de l'organisation, etc., etc. Quand il n'y a pas de date, on met autre chose, effectivement. Mais ces deux éléments principaux, c'est notamment le nom et la date. Alors, le premier cas de figure, c'est, disons, l'exemple le plus facile. Vous avez un seul auteur et vous avez effectivement une date. Donc, on met ces deux éléments entre parenthèses. Donc, il n'y a rien de compliqué et on met tout simplement une virgule entre les deux. Deuxième exemple, donc ici au lieu d'un auteur, vous avez deux auteurs et donc vous mettez un et tout simplement entre les deux noms des auteurs. Donc je rappelle qu'il ne faut pas mettre de prénom, il faut juste tout simplement mettre le nom des auteurs, les noms des auteurs et la date. Alors ici dans le troisième cas, vous avez effectivement trois auteurs et là on continue à citer tous les noms effectivement des auteurs puisqu'il s'agit de trois auteurs et c'est relativement faisable, d'accord? Donc par conséquent, premier nom, virgule, deuxième nom et troisième nom et finalement la date de publication. Donc vous voyez bien ici, on a deux indicateurs, enfin on a trois noms et une date. Ça signifie que effectivement ces trois personnes ont publié un seul document, d'accord? Un seul document. Alors, si vous avez un ouvrage qui est produit par trois auteurs et que vous voulez le citer pour la première fois, dans ce cas-là, vous procédez comme tel. Il n'y a pas de problème. Donc, par contre, si vous voulez citer cet ouvrage pour la deuxième fois, donc dès la deuxième fois, vous pouvez vous permettre effectivement de ne plus écrire les trois noms. Par contre, vous mettez tout simplement le premier nom des auteurs, d'accord? Et ensuite, vous mettez et all, virgule, la date. Donc, il n'est plus nécessaire dès la deuxième citation, effectivement, de citer tous les noms dans l'élément bibliographique. Alors, cette règle que je viens d'évoquer est aussi valable pour les ouvrages qui sont produits par 6 auteurs et plus, même pour la première citation. C'est-à-dire, il s'agit d'une première citation d'un document que vous avez à votre disposition. Alors, il se trouve que ce document est produit par 6 auteurs et plus. Et même si c'est pour la première citation, dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de mettre effectivement tout simplement le premier nom des auteurs et ensuite mettre et all, virgule, la date. Alors, comme vous voyez ici dans cet exemple, donc si vous citez le nom de l'auteur ou le nom des auteurs, peu importe, dans le texte, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le mettre entre parenthèses. Donc l'important, c'est de communiquer d'une manière ou d'une autre ces deux éléments bibliographiques, à savoir le nom des auteurs, les noms des auteurs et la date. Alors, pour l'exemple suivant, c'est pareil. Ici, en l'occurrence, on a deux auteurs au lieu d'avoir un seul auteur, ici dans l'exemple précédent. Alors, dans cet exemple, vous voyez, c'est la date effectivement qui est intégrée dans le texte. Par contre, le nom, on le met entre parenthèses, c'est-à-dire dans notre formulation, dans la façon dont nous avons parlé de cet ouvrage, de cette théorie, effectivement, on a privilégié d'intégrer la date dans le texte et mettre le nom entre parenthèses. C'est du cas par cas en fonction de la formulation de votre phrase. Il n'y a pas de règle en la matière. L'important, c'est de communiquer ces deux éléments, à savoir la date et le nom.
Alors, dans certains cas, vous avez des auteurs qui ont publié plusieurs ouvrages. Par contre, à travers leurs ouvrages, effectivement, ils ont une seule idée que vous voulez effectivement utiliser dans votre travail. Dans ce cas-là, par exemple, vous mettez selon Marois, entre parenthèses, vous faites référence à ses travaux, à ses publications en 2014 et 2018, il est urgent d'agir, etc., etc. Tout comme vous voyez ici, donc, puisque Marois a publié plusieurs ouvrages et que moi, personnellement, je m'en suis servi de ces ouvrages de 2014 et 2018, dans ce cas-là, je mets effectivement entre parenthèses ce que j'ai consommé en tant que produit intellectuel. Alors, dans cet exemple, vous avez trois documents que vous voulez citer. D'accord? Alors, il se trouve que ces trois documents sont écrits par plusieurs auteurs. Alors, le premier document a été publié en 2018 et écrit par deux auteurs. Le deuxième a été publié en 2018 et écrit par un seul auteur. Et le troisième, effectivement, a été publié par trois auteurs et a été publié en 2017. Donc, comme vous voyez, on respecte les anciennes règles qu'on vient de citer, effectivement. La seule chose qui change ici, c'est le point de virgule, d'accord, qu'on met entre chaque document qu'on a consommé dans notre travail. Alors, dans cet exemple, vous voyez que effectivement, on met pas le nom de l'auteur, mais on met l'intitulé de type de document. D'accord? Ici, en l'occurrence, c'est un décret. Donc, on met décret paysage, virgule 2013. Donc, comme vous voyez, le nom de l'auteur, effectivement, parfois, il n'est pas judicieux de le mettre, puisque l'importance du type de document, l'importance, disons, de l'organisation, de l'institution qui a publié, est telle que finalement, il n'est pas judicieux de mettre le nom de l'auteur, ça c'est une chose, ou bien tout simplement, on n'a pas à notre disposition. D'accord? On n'a pas à notre disposition le nom de l'auteur, notamment dans le cas de décret paysage, on n'a pas à notre disposition le nom de celui qui a rédigé, du juriste qui a rédigé effectivement décret paysage. Alors on pourrait faire des recherches et retrouver ce nom, mais c'est pas ça qui est important. D'accord? Donc vous voyez, il y a un minimum de bon sens scientifique qu'il va falloir mettre en avant pour se dire est-ce que ici, ce document qui a été publié par une telle organisation, c'est le discours de l'organisation? Par conséquent, même si je sais retrouver le nom de l'auteur de cette organisation, c'est pas ça qui est important. Je vais mettre le nom de l'organisation, d'accord? Je vais mettre le nom de l'institution. Alors, dans le cas d'un ouvrage collectif, par exemple, si vous avez un ouvrage collectif constitué de plusieurs articles, d'accord, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit plusieurs articles et sous la direction d'un des auteurs ou bien de quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout écrit un de ces articles, mais en tout cas sous la direction de quelqu'un. Donc on a rassemblé ces articles effectivement et on en a fait un ouvrage collectif par exemple, d'accord? Et quand vous voulez citer un article d'un ouvrage collectif dans ce sens, effectivement, vous devez citer bien évidemment le nom de la personne qui a écrit l'article et ne pas citer le nom de la direction de cet ouvrage, d'accord? Ça, vous allez voir plus tard, effectivement, ça serait dans vos références bibliographiques tout à la fin de votre travail que vous devez citer effectivement le nom de la personne qui a dirigé, disons, cet ouvrage collectif, d'accord? Qui a rassemblé les articles, qui a constitué ce corpus intellectuel. Donc ici, en l'occurrence, dans la citation dans le texte, quand vous voulez paraphraser une idée, vous mettez le nom de l'auteur de l'article en question. Alors, on parle de source primaire et source secondaire. Alors, parfois, vous avez accès à certaines idées, d'accord, de certains auteurs, sans que pour autant vous ayez la possibilité de lire les ouvrages de cet auteur, d'accord. Par contre, vous avez eu accès à ces idées via d'autres ouvrages. Par exemple, vous n'avez jamais lu Durkheim, mais vous avez lu d'autres manuels de sociologie, d'autres ouvrages en sociologie qui parlent de Durkheim. Dans ce cas-là, Durkheim, c'est qui? Effectivement, Durkheim, c'est votre source primaire. Par contre, les manuels que vous avez lus et qui vous ont fait connaître les idées, les théories de Durkheim, dans ce cas-là, ce sont des sources secondaires.
ok? Et il faudrait respecter un certain nombre de règles en la matière. Quand on cite effectivement Durkheim, par exemple, sans qu'on ait lu Durkheim. Alors, quelles sont ces règles? Premièrement, c'est qu'on essaye toujours d'aller consulter la source primaire, ok? Alors, ceci est d'autant plus important que si votre source secondaire n'est pas une source, disons, très reconnue par la communauté scientifique, d'accord? N'est pas une source, par exemple, je suis en train de dire, si vous avez lu un TFE, d'accord? Et que dans ce TFE, on parle d'un auteur, ben, il est évident qu'il va falloir aller chercher auprès de cet auteur, c'est-à-dire auprès de la source primaire, d'accord? Par contre, si votre source primaire, secondaire, est déjà, bénéficie déjà d'une certaine légitimité scientifique, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça va? Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que tout simplement, dans la bibliographie, on cite uniquement, effectivement, la source secondaire. Et ça, c'est, disons, ça rejoint ce principe général, c'est que dans la bibliographie, on ne met pas des éléments qu'on n'a pas consommés. D'accord? Même si vous avez effectivement, vous parlez d'une idée, d'une théorie à travers d'un ouvrage que vous avez lu, mais étant donné que effectivement vous n'avez pas lu l'ouvrage primaire, vous n'avez pas lu la source primaire, dans ce cas-là, vous ne citez pas la source primaire. D'accord? Alors, la troisième règle, c'est tout simplement, il va falloir qu'on distingue correctement dans la citation, d'accord, la source primaire et la source secondaire. Et c'est quoi la règle? On met premièrement la source primaire, ensuite on virgule, on met cité dans la source secondaire. Ok? On met dans citer la source secondaire. Alors dans les versions, disons, non traduites des normes bibliographiques APA, effectivement, au lieu de citer dans, on met in, tout simplement. Ça va? Alors ici, nous avons choisi effectivement pour être le plus explicite possible, on a choisi de mettre effectivement la version traduite de ces abréviations. Mais c'est un choix effectivement que beaucoup d'universités francophones font aussi. Voilà, c'est tout. Pour les documents traduits, donc la règle est la suivante, c'est qu'on met tout simplement une barre oblique entre les deux dates, c'est-à-dire entre la date de publication et la date de traduction. Alors, il est souvent, disons, dans beaucoup d'ouvrages qui respectent les normes bibliographiques APA, on met tout simplement la date de publication. On met pas, pardon, la date de traduction, qui est aussi la date de publication dans cette langue, n'est-ce pas? Mais on met pas la date de publication originale, d'accord? Dans la langue originale. Voilà. Dans l'idéal, il va falloir effectivement mettre ces deux dates. C'est pas très compliqué, effectivement, dans l'ouvrage. Vous retrouvez ces deux dates très facilement. Alors, parfois, effectivement, particulièrement pour les textes anciens, on n'a pas de date de publication, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met? On met la date de traduction. Et étant donné qu'on n'a pas de date de publication originale, par conséquent, on souligne le fait qu'effectivement, on n'a pas cette date-là. On met tout simplement trad, point, la date de publication, c'est-à-dire la date de traduction, puisque la date de publication originale, on l'a pas du tout. Alors, pour les abréviations, donc ça, je pense que vous connaissez. Quand on cite pour la première fois, disons, une institution, une organisation, peu importe, quelque chose pour lequel il y a une abréviation, d'accord? Quand on cite pour la première fois cet élément-là, dans ce cas-là, il faudrait citer le nom entier et après, entre crochets, on met le nom de l'institution, par exemple. D'accord? Entre crochets, on met le nom de l'institution et le crochet, effectivement, on l'intègre entre parenthèses, entre les parenthèses dans lesquelles, effectivement, on fait notre citation dans le texte. D'accord? Alors, à partir de la deuxième citation, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de mettre le nom complet. Tout simplement, on met l'abréviation en question, virgule, la date, c'est-à-dire comme on l'a fait précédemment. Alors, pour les sites web. Pour les sites web, donc, attention, mesdames et messieurs,
de nos jours, effectivement, vous pouvez avoir accès à la majorité des publications via le net. On est bien d'accord. Attention, ici, en l'occurrence, quand on parle de site web, c'est vraiment une façon particulière de citer les sites web. Il est hors de question, il est hors de question que vous puissiez mettre dans vos éléments bibliographiques tout simplement le nom du site. D'accord? Ou bien d'aller tout simplement copier l'URL et le mettre dans votre bibliographie en disant que oui, voilà, vous avez cité, vous avez respecté les normes bibliographiques. Non, pas du tout. D'accord? Ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, oui, tout à fait, vous pouvez aller copier les noms des sites et le mettre dans votre élément bibliographique pour autant que vous êtes en train de faire référence à un site de façon très large, de façon générale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'épuisez pas une idée précise, vous n'épuisez pas une théorie, vous n'épuisez pas une hypothèse, vous n'épuisez pas une information, d'accord? Bien précise, effectivement, à partir de ce site-là. Alors, si c'est une information précise, si c'est une donnée, effectivement, disons, bien constituée, dans ce cas-là, il est hors de question qu'on fasse comme ceci. Cette façon dont on est en train de parler, c'est vraiment pour faire référence à un site donné de façon très large, de façon générale. D'accord? Par exemple, ici, dans cet exemple, comment est-ce qu'on parle de ce canal U? D'accord? On dit, bah oui, le canal U est un site web, est un site de ressources audiovisuelles académiques, tout simplement. D'accord? Et en termes de référence, effectivement, on met entre parenthèses le nom du site. Alors, trois règles en matière de réutilisation des sources. Premièrement, dans les normes bibliographiques APA, à chaque fois que vous utilisez, vous consommez un document, vous devez le citer. D'accord? Vous devez le citer. Donc, on n'a pas ce genre d'abréviation EBIT, par exemple, qu'on a dans d'autres normes bibliographiques. D'accord? Donc, à chaque fois, vous devez citer. Alors, pour autant qu'on n'est pas dans le même paragraphe. Si on est dans le même paragraphe, effectivement, il suffit juste de citer une seule fois. Et de préférence, on va dire à la fin du paragraphe. Et de toute façon, quand on cite pour la deuxième fois, à partir de la deuxième fois, quand on cite un document, effectivement, on essaye de prendre la forme abrégée, la forme la plus abrégée. Notamment ici, dans l'exemple qu'on avait donné auparavant. Donc, pour les ouvrages qui sont des productions de 3 auteurs et plus, effectivement, à partir de la deuxième citation, donc on met la forme abrégée. Indiquer le numéro de page. Oui, oui, effectivement, surtout quand il s'agit des informations précises. D'accord? Quand il s'agit d'une idée précise, quand il s'agit d'une donnée, effectivement, importante, quand il s'agit d'une donnée tout court. D'accord? Quand l'information, elle est ponctuelle, quand l'information, elle est autour d'un sujet, d'un objet donné, dans ce cas-là, effectivement, il faudrait citer le numéro de page. Et comment est-ce qu'on va citer le numéro de page? Donc, premièrement, donc on met le nom, la date, ensuite virgule, petit p, point, le numéro de page. Alors, si cette idée, cette information est sur 2 pages, sur plusieurs pages, dans ce cas-là, effectivement, on met de 28 à 29, de 28 à 30. D'accord? Ici, notamment, dans ces deux exemples, on a deux idées, effectivement, qui sont précises. Et par conséquent, on a cité les numéros de page. Alors, quand il s'agit d'une idée générale, d'une hypothèse générale, d'une hypothèse centrale d'un ouvrage donné, d'accord? Dans ce cas-là, il ne faut pas citer le numéro de page, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, si on lit un livre, par exemple, et qu'on en retire l'idée principale, donc ça n'a aucun sens de citer le numéro de page dans laquelle cette idée est exprimée, d'accord? Cette idée, bien évidemment, est exprimée, détaillée tout au long de l'ouvrage. Par conséquent, le numéro de page n'a pas à avoir lieu. Alors, quand
on n'a pas des informations à notre disposition dans un document donné. Par exemple, quand on n'a pas le nom, quand on n'a pas le nom de l'organisation. Dans ce cas-là, on essaie de remplacer les informations manquantes, les informations qu'on n'a pas à notre disposition, par d'autres informations qu'on a à notre disposition, bien sûr, selon un ordre de priorité. L'information la plus importante qu'il nous faut, effectivement, c'est le nom. D'accord? Alors, si on n'a pas le nom, on met le nom de l'organisation. Si on n'a pas le nom de l'organisation, on met le nom du document. D'accord? Donc, effectivement, ici en l'occurrence, effectivement, un document a été publié par la Haute École Condorcet, par exemple. On n'a pas le nom, d'accord? Dans ce cas-là, on remplace effectivement le nom de l'auteur par le nom de l'organisation. Comme je l'ai indiqué précédemment, alors si c'est un document qui est publié par la Haute École Condorcet et que pour autant c'est un communiqué. Même si on a le nom de l'auteur de ce communiqué, dans ce cas-là, on privilégie le nom de l'organisation. D'accord? C'est une question d'importance que vous donnez soit à l'auteur, soit à l'organisation. D'accord? Ça, je l'ai expliqué précédemment. Alors, ici, en l'occurrence, on n'a pas tout simplement le nom de l'auteur. Dans ce cas-là, on met le nom de l'organisation. Alors, ici, dans cet exemple, on n'a pas de nom d'auteur, on n'a pas de nom d'organisation. Par contre, on a l'intitulé, effectivement, de ce document, de cette brochure. On pourrait imaginer que c'est une brochure, ok? Et dans ce cas-là, effectivement, on met le nom de brochure. Attention, mesdames et messieurs, l'utilisation d'un tel document qui n'a pas de nom d'auteur, qui n'a pas de nom d'organisation, effectivement, vous ne pouvez utiliser un tel document qu'à des fins d'analyse en tant qu'objet. D'accord? C'est-à-dire, vous dites, ah, je vais analyser les discours, les propagandes, l'idéologie, le ceci, le cela, peu importe. Mais en tout cas, vous analysez un tel objet en tant que tel, effectivement, dans ce cas-là, vous exploitez ce document à des fins d'analyse, d'accord? Mais vous ne pouvez pas appuyer vos arguments sur un document que vous avez retrouvé n'importe où, sur Internet par exemple, et pour lequel il n'y a pas de date, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas, enfin, on ne sait pas ça vient d'où, d'accord? Ça, c'est pas acceptable. Alors, ici, notamment, vous avez un document, effectivement, pour lequel il n'y a pas de date. Et quand vous n'avez pas de date, vous mettez l'abréviation S.D. Ça veut dire sans date, n'est-ce pas? Donc, ici aussi, c'est pareil. Donc, un document qui n'a pas de date, effectivement, voilà, ça dépend qui est l'auteur, mais en tout cas, à l'utiliser avec des pincettes. Vous pouvez analyser un tel document en tant qu'objet d'analyse, d'accord, mais vous ne pouvez pas effectivement l'utiliser comme appui argumentatif euh, dans vos analyses. Alors, les communications personnelles, toute communication personnelle qui n'a pas été publiée soit dans un cadre formel, soit dans un cadre informel, effectivement, est considérée comme communication personnelle. D'accord? Alors, dans un cadre formel, par exemple, si vous publiez un article dans un revue scientifique, effectivement, c'est une, disons, publication formelle. D'accord? Par contre, si vous publiez, si vous utilisez, vous consommez un syllabus ou bien des diapositives, effectivement, c'est une publication aussi, mais c'est informel, d'accord? Alors, toutes les autres communications, toutes les autres informations qu'on récolte effectivement, qui ne sont pas publiées quelque part, d'accord? Effectivement, ces communications, on les considère comme personnelles. Par exemple, les données d'un entretien ou d'un questionnaire qu'on récolte, ou bien les notes personnelles, les notes des étudiants qu'on a effectivement, qu'on prend à travers les cours, ou bien les mails qu'on reçoit, les conversations téléphoniques, tout ça sont considérés comme des communications personnelles. Attention, mesdames et messieurs, vous ne devez pas citer les communications personnelles dans la bibliographie, contrairement, bien évidemment, disons, aux communications qui ont été publiées, soit dans un cadre formel ou informel. D'accord? Ici, en l'occurrence, par exemple, l'exemple, le fonctionnaire responsable du dossier n'a pas voulu répondre à nos questions
entre parenthèses, François Fillon, par exemple, virgule, courriel, virgule, le 14 février 2019. On a envoyé un mail, la personne n'a pas répondu, on ferme la parenthèse, on met la date, et voilà. Alors, le deuxième chapitre, qui est un tout petit chapitre, effectivement, se concentre sur la citation exacte. Ici, on va dire, on fait du copier-coller. Alors, tout ce qu'on a présenté comme règle dans le cadre de la citation dans le texte, effectivement, ces règles sont valables aussi pour la citation exacte. D'accord? Et ces règles sont valables. Effectivement, s'il y a des petits changements, s'il y a des petites règles qui changent, bien effectivement, ces règles tiennent particulièrement au caractère intégral de la retranscription. C'est-à-dire, c'est des règles qui sont spécifiques au fait qu'on fait du simple copier-coller. D'accord? Par exemple, ici, en l'occurrence, on avait dit précédemment que les numéros de page peuvent être nécessaires ou pas nécessaires dans la citation dans le texte. D'accord? Quand vous paraphrasez, vous pouvez ne pas mettre le numéro de page si il s'agit d'une idée générale. Ici, en l'occurrence, quand on fait du copier-coller, d'accord? Même si c'est l'idée générale du livre qu'on a fait du copier-coller, dans ce cas-là, on va quand même, malgré tout, mettre le numéro de page. D'accord? Donc, c'est important, effectivement. Donc, d'office, on met le numéro de page quand on fait du copier-coller. Ça, c'est d'office. Ça va? La règle générale en matière de citation de exact tient à la taille du texte qu'on reprend comme tel. D'accord? Si c'est un petit texte, en dessous de 40 mots, dans ce cas-là, c'est quoi la règle? On met entre guillemets, d'accord? On met entre guillemets, et en fin de compte, on met le nom ou les noms des auteurs, virgule, la date, virgule, le numéro de page ou le numéro de paragraphe. S'il s'agit d'un article, effectivement, souvent les articles en ligne n'ont pas de numéro de page, mais ils ont des numéros de paragraphe. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, effectivement, le numéro de paragraphe remplace le numéro de page. Alors, si votre texte contient plus de 40 mots, pour la citation exacte, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il va falloir effectivement mettre un interligne double, c'est-à-dire que si votre texte aurait pu être là, dans ce cas-là, vous allez mettre un interligne double comme tel. Ensuite, vous allez appliquer un retrait effectivement de 1,5 cm, de 1 cm, comme ceci. D'accord? Ainsi, vous montrez, vous séparez de façon évidente, effectivement, ce que vous citez de façon exacte. Alors, comme vous l'avez remarqué, on met rien en italique. Donc, cette règle de mettre des éléments cités en italique n'est pas d'application dans les normes bibliographiques APA. On met soit entre guillemets, et dans ce cas-là, on est en dessous de 40 mots, et on met soit dans un paragraphe à part, avec un retrait, avec un double interligne, et dans ce cas-là, il n'y a pas de caractère italique. Alors, parfois, dans un texte, on décide de supprimer une partie de la citation pour une meilleure compréhension du lecteur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? La partie qui a été supprimée est remplacée par deux crochets, et entre ces deux crochets, on met 3 petits points, tout simplement. Alors, on procède de la même manière, c'est-à-dire on met entre crochets pour ajouter quelques éléments à notre texte qu'on est en train de citer de façon exacte. Ici, en l'occurrence, on ne supprime rien, mais par contre, on ajoute. Mais ce qu'on a ajouté aussi, on le met entre crochets. En gros, quand on modifie un texte qu'on veut citer de façon exacte, effectivement, on signale cette modification entre crochets. Alors, si cette modification, c'est une suppression, dans ce cas-là, on met 3 petits points. Si c'est un ajout, dans ce cas-là, on ajoute ce qu'on doit ajouter entre guillemets. Alors, on entame effectivement le troisième chapitre qui est consacré à la bibliographie
c'est-à-dire la référence bibliographique, cette liste qu'on met à la fin du travail, qui reprend de façon complète toutes les sources consommées. J'insiste sur le fait qu'effectivement, on n'y met que les éléments consommés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met 4 informations principales. Premièrement, l'auteur. D'accord? Comment est-ce qu'on met l'auteur? On met bien sûr son nom, virgule, initiale du prénom. D'accord? On met pas l'entièreté du prénom, juste la première lettre du prénom. D'accord? Ensuite, effectivement, la deuxième information la plus importante, c'est la date de publication. Année ou la date exacte. D'accord, on verra effectivement dans le cadre d'un article, dans le cadre effectivement d'un article de journal par exemple, on met la date exacte. Alors que dans le cas d'un livre, il y a juste l'année à mettre. Ensuite, on met le titre du document. D'accord? Et finalement, on met le lieu de parution, le lieu d'édition. Alors, il y a 5 règles à respecter dans la rédaction de votre bibliographie. Premièrement, c'est que vous devez séparer les sources via un double interligne, c'est-à-dire via un double interligne comme ceci, tout simplement. Alors, deuxièmement, vous devez effectivement mettre au moins pour chaque source les 4 informations principales, à savoir le nom de l'auteur, la date, le titre et le lieu de parution. Alors, on essaie toujours de privilégier l'information la plus fiable. Notamment, on essaie de privilégier le doigt par rapport à l'adresse l'URL. Donc, l'URL, effectivement, c'est une adresse qui n'est pas très fiable en ce sens qu'à long terme, elle risque de disparaître, alors qu'on pourrait à long terme retrouver les traces de l'information avec le doigt. D'accord? Le doigt, effectivement, c'est une adresse informatique moins défaillante que effectivement le simple URL. Ok? Alors, donc ici, en l'occurrence, si vous n'avez pas le doigt, vous mettez tout simplement l'URL et vous mettez consulter sur l'adresse URL. Les références bibliographiques sont classées dans un premier temps par ordre alphabétique, c'est-à-dire que c'est le nom des auteurs, en quelque sorte, ou les noms des organisations, peu importe, ce que vous avez retrouvé comme l'information première qui va être utilisée pour établir l'ordre dans lequel apparaissent les sources. D'accord? Alors, dans un deuxième temps, c'est la date de publication. La date de publication, si vous avez un auteur que vous avez consommé à plusieurs reprises à travers plusieurs documents et qu'il y a plusieurs dates de publication pour ces documents, effectivement, c'est le deuxième élément qui devrait établir l'ordre de citation de vos sources dans votre bibliographie. Okay? Alors, le troisième élément, c'est bien évidemment le nom du document. Donc, si vous avez un auteur qui a publié 2 documents distincts au cours de la même année, dans ce cas-là, effectivement, c'est le titre de votre document qui va établir l'ordre d'apparition de votre source, de vos sources. Alors, si vous avez un document atypique, si vous avez un document inhabituel que vous avez utilisé dans votre travail, dans ce cas-là, vous devez absolument le spécifier, d'accord? En disant ce que j'ai consommé comme document, ça a été une photographie, ça a été une bande dessinée, ça a été une brochure, ça a été une vidéo en ligne, etc., etc. Et alors, pour les vidéos en ligne notamment, on verra comment est-ce qu'on pourrait les citer, ça va? Mais a priori, il faudrait effectivement mentionner le type de document s'il s'agit d'un document atypique, inhabituel. Alors, pour le reste, vous avez donc à chaque fois un modèle, d'accord, qui est mis en gris et quelques exemples, soit un exemple, soit 2 exemples. Ça va? Donc, on va pas à chaque fois voir tout ça, on va pas faire par cœur ça. Bien évidemment, il y a des moteurs même qui vous permettent de produire ceci. Je vais vous montrer aussi quelques astuces qui vous permettent, entre autres, de ne pas produire tous ces éléments par vous-même, d'accord? Mais en tout cas, ici, dans ce document référent, vous avez effectivement à chaque fois un modèle donné, ensuite quelques exemples, d'accord? Et ici à droite, vous avez les commentaires.
vous avez les commentaires. Donc, il n'y a rien de, disons, particulier à ça. C'est des règles qu'il faudrait respecter dans le cadre des normes éditoriales APA. Alors, à titre d'exemple, tout simplement, par exemple, pour un article de revue, on met le nom, l'année, le titre de l'article, ensuite le titre de la revue en italique, d'accord? Volume, entre parenthèses numéro, virgule, page, donc de quelle page à quelle page cet article est apparu dans cette revue. Ok? Alors, si vous avez un article en ligne, vous avez quasiment le même format, sauf qu'ici, il faudrait ajouter effectivement soit le doigt, soit l'URL. Donc, ici, en l'occurrence, cette information, elle est primordiale quand il s'agit d'un article en ligne. Alors, un article de journal, comme vous voyez ici, la date est importante. Par conséquent, il va falloir mettre l'année, mais aussi la date exacte. La date exacte, le 13 avril, par exemple, d'accord? Alors que, par exemple, ici, dans le cadre d'un article de revue scientifique, la date exacte n'est pas nécessaire. Là, ce qui est important, c'est l'année de parution. Par contre, pour un article de journal, un élément qui est journalier, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, la date de le jour exact, effectivement, c'est une information importante. Alors, un élément classique, à savoir le livre, on met le nom de l'auteur, point l'année, le titre du livre en italique, entre parenthèses édition, première, deuxième, troisième édition, d'accord, et le volume. Alors, le lieu d'édition aussi, c'est un élément important, c'est une information à ne pas oublier, la maison d'édition notamment. Alors, par rapport au lieu d'édition, parfois on met seulement la ville. D'accord? Maintenant, moi, ce que je vous demande, effectivement, c'est que dans votre travail, soit si vous décidez de mettre le nom du pays, faites ceci pour toutes les sources citées. Si vous décidez de ne pas mettre le nom du pays, dans ce cas-là, faites ça pour toutes les sources citées. D'accord? Si vous avez le nom du pays, dans ce cas-là, vous avez une bibliographie qui est plus complète, qui est plus cohérente. Maintenant, si vous n'avez pas le nom du pays, c'est pas grave. Beaucoup d'éléments bibliographiques APA ne citent pas non plus le nom du pays. On met tout simplement le nom de la ville où la maison d'édition se retrouve. Alors, les encyclopédies en ligne avec auteur, effectivement, on les cite d'une certaine manière. Donc, à ne pas confondre ce type d'encyclopédie avec auteur avec Wikipédia, qui est une espèce d'encyclopédie sans auteur. D'accord? Donc, par conséquent, effectivement, ici, c'est l'information la plus importante qu'on a à notre disposition, c'est le nom de l'auteur. Du coup, cette information apparaît en premier. D'accord? Par contre, par exemple, dans le cadre d'un élément, d'un article qu'on a retrouvé sur Wikipédia, dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre le titre de l'article, puisqu'on n'a pas, disons, de nom d'auteur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici notamment, ça c'est un article effectivement qu'on a retrouvé sur Wikipédia. Puisqu'on n'a pas de nom d'auteur, par conséquent on met l'intitulé de l'article, d'accord, entrée consultée, entre parenthèses effectivement l'année, et ici la date exacte est importante puisque Wikipédia a un caractère effectivement changeant, par conséquent il va falloir mettre la date de publication, effectivement, qu'on retrouve dans Wikipédia. Et bien évidemment, la date de consultation. Vidéo en ligne, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est un document inhabituel. Par conséquent, on met entre crochets vidéo en ligne pour signaler qu'il s'agit d'une vidéo. On met également le nom de la chaîne en question ou le pseudo de l'auteur entre crochets. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous montrer quelques astuces pour vous permettre de faciliter la tâche dans une certaine mesure. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement, la plupart des moteurs de recherche vous permettent de citer les articles que vous consultez, les livres que vous lisez, effectivement, d'une certaine manière, d'accord? D'une certaine manière, c'est-à-dire, par exemple, ici, si on va dans citer
ou exporter, dans ce cas-là, on nous propose d'office effectivement les normes APA. Donc on n'a qu'à copier effectivement et coller dans notre bibliographie. Donc comme vous voyez, ça vous facilite beaucoup la tâche. Ou bien si vous allez par exemple dans un Google Scholar, donc dans ce cas-là, je sais pas, par exemple, on cherche un article. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez? Quand vous voyez ici les guillemets, donc vous cliquez dessus. Donc, et là, vous avez aussi les normes APA qui sont proposées pour cet article. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais en tout cas, chaque institution, chaque site propose une façon d'appliquer les normes APA. Donc, du coup, l'application des normes APA selon Google Scholar n'est pas la même que l'application des normes APA selon un autre moteur de recherche, d'accord? Donc, ou encore une fois, en fonction des universités, en fonction de l'université dans laquelle vous êtes, ben, il y a quelquefois quelques petites nuances, d'accord? Ces petites nuances ne sont pas très importantes, mais il est important par contre d'harmoniser votre travail. Si vous allez copier-coller, disons, vos sources sur les différents moteurs de recherche, à la fin, il va falloir faire un travail d'harmonisation, il va falloir faire un travail de check-up complet de votre bibliographie. Alors, parfois, vous pouvez effectivement, générateur, bibliographie. Donc, vous pouvez trouver sur Internet, effectivement, des différents générateurs de bibliographie. À chaque fois, le fonctionnement est le même. Donc, c'est-à-dire, on vous propose, vous devez d'abord choisir le type de document. Ensuite, vous mettez des éléments à la fin. Euh, euh, vous lui demandez de générer selon le type de norme bibliographique, d'accord? Et en fin de compte, vous copiez, vous collez dans votre bibliographie. Soyez encore attentif par rapport à l'harmonisation de votre bibliographie finale. Si vous avez été sur un moteur de recherche et que vous avez copié-collé une source selon la norme bibliographique APA et que vous venez sur un autre générateur et vous générez une autre source, donc il va falloir à la fin faire un travail d'harmonisation de façon à ce que tout se ressemble. Dernier élément par rapport à la rédaction d'une bibliographie, c'est tout simplement, disons, la préoccupation de rédiger une bibliographie ne devrait pas être une préoccupation euh, qui se réveille en fin de votre travail. Donc c'est une préoccupation que vous devez avoir en vous dès le début de votre travail. C'est-à-dire, euh, euh, on ne rédige pas la bibliographie à la fin du travail. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas effectivement vous souvenir exactement ce que vous avez lu, où est-ce que vous avez lu, où est ceci, cela. Donc par conséquent, peu importe ce que vous lisez, et peu importe si vous pensez que vous allez exploiter, vous allez consommer réellement ce que vous avez lu dans votre travail ou pas, vous rédigez effectivement l'élément bibliographique, d'accord? Donc quand vous faites des fiches, d'accord? Donc quand vous faites des synthèses, quand vous avez vos grilles d'analyse des données de lecture que vous avez à votre disposition. Donc d'office, vous devez effectivement élaborer en même temps les éléments bibliographiques. En même temps, je dis. Donc j'insiste là-dessus, puisque beaucoup d'étudiants mettent ça à la fin, et à la fin, on se souvient plus de quoi, dans quelle source on a épuisé ces informations, et par conséquent, ça va être très difficile et on risque d'oublier. Donc c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, dès le début du travail.